15 600 détenus deviennent soldats en quelques semaines. Et le chiffre heurte le récit attendu. Hier encore, le Burkina Faso était décrit comme épuisé. Soudain, il transforme une faiblesse en ressource, en convertissant la peine en service armé sous le regard d'un Sahel qu'il avait déjà classé perdant. Alors, qu'est-ce que cette volte-face change pour chacun? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il le pivot discret d'un pari collectif qui inquiète encore tant d'observateurs à l'étranger? À l'horizon, une souveraineté nouvelle se dessine, fragile, mais prête à déborder des frontières mentales longtemps imposées. Ce récit ne promet pas une réforme spectaculaire, mais un mécanisme précis. Le lecteur comprend comment une mesure brève reconfigure un État fragile. L'enjeu dépasse la prison. Sécurité intérieure, cohésion sociale, économie locale, tout se retrouve lié par une décision administrative de 12 lignes. Si la chaîne tient, la réussite devient précédent régional. Si un maillon cède, le pays peut replonger dans le vertige du chaos. La bascule se lit d'abord dans les chiffres, puis dans les gestes quotidiens. Des unités mixtes apparaissent, la peur recule, et les villages testent une confiance neuve. Pourtant, la question centrale reste suspendue. Comment transformer des marges en leviers sans créer une instabilité armée? Les observateurs étrangers scrutent la discipline, tandis que les populations cherchent des effets tangibles sur les routes, les marchés et les écoles. Dans cette tension, le récit suit le fil des causes et des conséquences, sans héroïsation, pour montrer comment un ordre intérieur se fabrique. Et une seconde curiosité s'ouvre déjà. Qui exactement, a rendu ce basculement si rapide? En moins de 2 ans, 92% du territoire auparavant sous pression armée a été reconquis. Un renversement qui bouleverse les lectures du Sahel. Cette bascule chiffrée ne vient pas d'une opération spectaculaire, mais d'un geste institutionnel précis, impulsé, sous Ibrahim Traoré. Pour comprendre, il faut revenir à un paysage d'épuisement devenu structurel. Le Burkina Faso était décrit comme un espace fragmenté, où les interventions extérieures promettaient l'ordre sans jamais refermer les brèches. Les villages se vidaient, les axes se fermaient, et la peur s'installait comme une routine. Les prisons, elles, concentraient une autre fragilité. Délits mineurs, survie quotidienne, jeunes hommes sans horizon, accumulés derrière des murs saturés. Cette masse invisible était perçue comme un coût, jamais comme une variable stratégique. C'est dans ce contexte que s'opère un déplacement de logique. Plutôt que d'ajouter une couche sécuritaire, l'État choisit d'articuler justice et défense. La réforme pénitentiaire n'apparaît pas comme une improvisation, mais comme l'extension méthodique d'une chaîne déjà en mouvement. Récupérer le terrain, restaurer la cohésion, réaffirmer une souveraineté fragilisée par des alliances devenues incertaines. Ibrahim Traoré n'énonce pas une doctrine abstraite. Il enclenche une mécanique administrative courte, lisible, immédiatement opérationnelle. Le cœur du mini-reveal tient là. 15 600 détenus ne sont pas libérés. Ils sont réaffectés. Cette nuance change tout. La punition ne disparaît pas. Elle se transforme en service. L'erreur passée ne s'efface pas. Elle est encadrée, disciplinée, redirigée. La vulnérabilité d'hier devient une ressource conditionnelle, soumise à l'ordre militaire et à une exigence de contribution. Ce choix crée une onde de choc. Les critiques parlent de paris risqués, les partisans d'audace nécessaire. Mais avant même les débats, des effets apparaissent. Des unités mixtes se forment, des zones reprennent couleur, et les communautés observent un fait simple. La perception change avant les statistiques. C'est ce décalage entre chiffres, gestes et confiance qui prépare la suite du récit. Les premiers effets ne se lisent pas dans les états-majors, mais au ras du terrain. À Koudougou, un paysan voit revenir une patrouille mixte. L'un des hommes, ancien détenu, s'arrête, salue, explique l'itinéraire sécurisé. Le geste est bref, presque banal, mais il rompt une habitude.
La peur n'ouvre plus la scène. La discipline visible agit avant toute statistique. À Ouagadougou, une autre scène sert de repère. Une mère reconnaît son fils dans une unité de surveillance de quartier. Incarcéré jadis pour une bagarre de marché, il coordonne désormais les rondes du même espace. Elle ne parle pas de miracle. Elle parle d'un devoir rendu. L'expression circule, reprise, sans slogan, comme une manière de nommer une utilité retrouvée. La transformation n'efface pas la faute. Elle la replace dans un cadre d'exigence. Ces micro-cas fonctionnent comme des punch-ins, comme des balises. Ils montrent que la cohésion se fabrique dans les interactions quotidiennes, que l'ordre précède parfois la confiance, et que la justice orientée vers le service peut produire des effets sociaux rapides. Les familles observent, testent, attendent. Les communautés ajustent leur comportement, d'abord avec prudence, puis avec une curiosité active. Derrière ces scènes, la logique reste constante. Les unités mixtes apprennent, encadrent, répètent. Les anciens détenus ne deviennent pas des figures héroïques, ils deviennent prévisibles. Cette prévisibilité change le climat. L'État cesse d'être abstrait. Il devient visible, présent, lisible. Ce que cela signifie, c'est que la confiance renaît quand la peur recule. Avant la réforme, la séquence est figée. Attaques récurrentes, territoire grignoté, prison saturée. L'État réagit, mais ne transforme pas. Puis vient le déclencheur. Un matin, au ministère de la Justice, un décret de 12 lignes circule. Le texte est sec, direct, signé par Ibrahim Traoré. Il ne promet ni pardon ni effacement. Il ordonne une réaffectation. La patrie a besoin de bras, plus que de chaînes. En quelques heures, les directeurs de prison reçoivent l'instruction. Identifier, trier, préparer les délits mineurs, mineurs, les fautes de survie. 15 600 noms, concentrés dans 3 pôles urbains, sont extraits des registres pénitentiaires. L'ouverture des portes n'a rien de cérémoniel. Pas de discours, pas de caméra. Les détenus sortent sans être libérés. Ils changent de statut. Les chaînes sont retirées. Les uniformes sont distribués. Un serment remplace la peine. La population observe à distance. Le doute domine. Comment un pays peut-il déplacer ainsi des milliers d'hommes d'un système punitif vers une logique de service sans perdre le contrôle? Le climax arrive vite. 3 jours plus tard, au centre d'entraînement de Pau, les premières unités sont alignées. Des rangs irréguliers au départ, des corps marqués, des regards fermés. Les instructeurs imposent un rythme brutal, 10 kilomètres à l'aube, formation martiale, maniement des armes. Le soir, cours d'histoire nationale et de discipline civique. La cadence ne faiblit pas. Les anciens détenus n'ont plus de numéro pénitentiaire. Ils portent un écusson sombre, rappel visible d'un passé assumé, non effacé. Les observateurs étrangers parlent d'improvisation. Sur le terrain, la structure se met en place. Puis viennent les répliques. Dans les villages, les premières patrouilles mixtes apparaissent. Elles ne traquent pas, elles tiennent. Les axes sont sécurisés. Les marchés rouvrent par à-coups. Les habitants testent les horaires, puis reviennent. Les familles, hier cantonnées aux visites carcérales, attendent désormais à l'entrée des casernes. Des repas sont déposés. Des vêtements circulent. Les conversations changent de ton. Ceux qui faisaient peur deviennent ceux qui protègent. Les critiques dénoncent une militarisation de la détresse. Les ONG parlent de paris dangereux, mais la dynamique sociale s'accélère. Les anciens détenus connaissent les sentiers, les caches, les passages informels. Leur passé devient compétence. Les embuscades diminuent, les convois passent, le terrain réagit, l'État modifie son langage. Il ne parle plus de surveillance, mais d'intégration. La frontière entre punition et service s'estompe. À ce stade, la séquence est claire. Déclenchement administratif, montée en puissance opérationnelle, onde sociale visible. Ce qui devait être une mesure ponctuelle devient un virage.
La vulnérabilité recyclée commence à produire de la puissance réelle. Avant la réforme, le baseline est connu. Attaques fréquentes, territoires fragmentés, économie paralysée par la peur. Après l'intégration des unités issues des prisons, le delta apparaît rapidement, mesurable et suffisamment cohérent pour modifier la lecture stratégique portée sur le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. La comparaison après devient l'outil le plus fiable pour comprendre ce qui change réellement. Un premier indicateur apparaît avec une baisse de 37% des attaques armées. Avant, les groupes armés dictaient donc des itinéraires, imposaient des zones interdites et fragmentaient l'espace national. Après, les unités mixtes exploitent une connaissance fine du terrain. Les anciens détenus connaissent les sentiers, les caches, les logiques locales de déplacement. Ce savoir, auparavant criminalisé, devient ressource tactique. La baisse de 37% ne relève pas d'un miracle militaire. Elle traduit une réduction concrète de la liberté d'action adverse. Moins d'embuscades, moins d'axes coupés, moins de déplacements forcés. La sécurité cesse d'être défensive pour redevenir territoriale. Un deuxième indicateur apparaît, avec une hausse de 21% de la production agricole dans le nord. Avant, la peur vidait les champs. Les terres fertiles restaient inexploitées, transformées en no man's land par l'insécurité. Après la sécurisation progressive, les unités patrouillent, déminent, tiennent les périmètres agricoles. Les cultivateurs reviennent, les semences circulent à nouveau. Cette hausse de 21% ne signale pas seulement un gain économique. Elle reflète un basculement psychologique. Produire suppose de croire que la récolte sera protégée. Lorsque la présence armée devient prévisible, l'activité reprend. La sécurité se transforme alors en facteur de croissance, et non plus en simple dépense. Un troisième indicateur apparaît. Le taux de récidive tombe à 0%. Avant la réforme, la récidive était considérée comme structurelle, alimentée par la pauvreté et l'absence d'alternative. Après l'intégration, aucun retour en détention n'est enregistré parmi les unités concernées. Les critiques évoquent un artefact statistique. Pourtant, les effets visibles confirment la tendance. Les casernes remplacent les cellules. La discipline quotidienne remplace l'oisiveté carcérale. L'individu cesse d'être une charge. Il devient un actif soumis à l'évaluation collective. Cette absence de récidive indique que la transformation ne repose pas sur l'oubli, mais sur l'encadrement. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une logique. La sécurité améliore la production. La production renforce la cohésion. La cohésion réduit la violence. Ce cercle n'est pas vertueux par nature. Il est conditionnel. Il tient tant que la discipline est maintenue, tant que l'encadrement ne faiblit pas. Ibrahim Traoré insiste sur ce point dans les cercles internes. Une idée sans suivi devient un slogan. L'effet institutionnel est déjà perceptible. 4 établissements pénitentiaires ferment, faute de détenus éligibles au régime classique. Une partie du budget sécuritaire s'est redéployée vers les routes, les marchés et l'infrastructure civile. Cette redistribution n'efface pas le risque, mais elle montre que le modèle génère des marges réelles. L'État découvre qu'une décision courte peut produire des effets en chaîne, mesurables, observables et surtout réversibles si la rigueur disparaît. Le message est clair. Les chiffres ne décrivent peut-être pas une perfection. Ils décrivent une structure qui fonctionne pour l'instant, surprend ses observateurs et oblige à réviser les hypothèses initiales. Le pari reste fragile, mais le delta, lui, est indéniable. Les critiques les plus structurées du modèle burkinabé s'articulent autour de 2 thèses principales, formulées sans caricature. La première affirme qu'armer 15 du 600 anciens détenus revient à fragiliser l'état de l'intérieur. Selon cette lecture, une force issue des prisons porterait en elle un risque latent d'indiscipline, de fragmentation et de retournement armé. La loyauté serait circonstancielle, liée à l'opportunité plus qu'à l'adhésion. Dans un contexte sahélien déjà instable, ce choix créerait une armée à 2 vitesses, difficile à contrôler sur la durée. La seconde thèse pointe un danger plus systémique.
la militarisation de la détresse sociale. Transformer la misère et la faute en ressources sécuritaires pourrait, à terme, encourager une logique instrumentale. L'État risquerait d'utiliser ses marges humaines comme réservoir opérationnel, brouillant la frontière entre justice, contrainte et utilité. Les ONG expriment cette crainte avec constance. Si les résultats immédiats s'érodent, l'effondrement serait d'autant plus brutal, nourrissant frustration, ruptures communautaires et nouvelles spirales de violence. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils décrivent des risques réels, observés ailleurs, dans des contextes où l'encadrement affaiblit. Mais la réponse apportée par les faits observables depuis le lancement de la réforme nuance fortement ces projections. Aucun cas de désertion n'est signalé. Les unités restent intégrées dans une chaîne de commandement classique. La discipline est vérifiée quotidiennement, non présumée. Les anciens détenus ne forment pas un corps autonome. Ils sont dissous dans des structures mixtes, précisément pour éviter toute logique de bloc. Surtout, les données déjà relevées contredisent les scénarios d'effondrement immédiat. La baisse des attaques, la reprise agricole et l'absence de récidive ne prouvent pas une réussite définitive, mais elles invalident l'idée d'un chaos mécanique. Ibrahim Traoré insiste sur cette distinction. Le modèle ne repose pas sur la vertu supposée des individus, mais sur la prévisibilité des cadres. Ce n'est pas la rédemption qui stabilise l'ensemble, c'est la règle appliquée sans exception. Le Stillman se referme ici. Les craintes sont fondées en théorie, mais, à ce stade, les faits disponibles montrent une cohérence interne suffisante pour repousser l'hypothèse d'un échec programmé. Le risque demeure, il n'est simplement pas là où on l'attendait. Les signaux apparaissent d'abord à la marge. Des fréquences brouillées dans le nord, des drones non identifiés au-dessus des zones reprises, des trajectoires aériennes qui cessent soudainement d'être expliquées. Rien n'est revendiqué, rien n'est démenti. Mais le silence devient lisible. Il indique que le rapport de force ne se joue plus seulement sur le terrain burkinabé, mais dans la manière dont ce terrain est désormais observé. C'est ici que le point médian se révèle. Le conflit ne se limite plus à une confrontation entre unités régulières et groupes armés. Il se déplace vers un affrontement plus discret. Souveraineté intérieure contre dépendance résiduelle. Le Burkina Faso cesse de réagir. Il oblige les autres à recalculer. Cette inversion modifie la temporalité du jeu régional. Dans cette phase, Ibrahim Traoré adopte une posture calculée. Aucune surenchère verbale, aucun geste de défi spectaculaire. Les unités issues de la réforme ne sont pas projetées vers l'extérieur. Elles tiennent, elles consolident, elles rendent chaque zone reprise coûteuse à contester. La stratégie n'est pas l'expansion, mais la fixation. Ce choix déstabilise plus qu'une offensive. Il teste l'attention internationale sans offrir de prétexte. Les observateurs comprennent alors que le pari initial a produit un effet secondaire inattendu. En restaurant l'ordre intérieur, le pays redéfinit la frontière entre intervention légitime et ingérence perçue. Le midpoint est là. La question n'est plus « le Burkina Faso peut-il tenir ?» Elle devient « qui devra s'adapter à sa stabilité retrouvée ?» Les conséquences concrètes de la réforme ne s'additionnent pas, elles s'alignent, et leur lecture par groupe permet de mesurer l'ampleur du basculement engagé sous Ibrahim Traoré. Du côté de l'État et des institutions, plusieurs effets se dessinent. 3 mois après le déploiement des unités issues du programme, la carte sécuritaire change de couleur. Plus de 120 routes commerciales sont rouvertes et près d'une 50aine de villages retrouvent leur marché hebdomadaire. L'administration recommence à circuler. Les préfets se déplacent sans escorte lourde. Les services reprennent tous une présence régulière. L'État cesse d'être un spectateur inquiet de son territoire. Il en redevient l'architecte. Cette lisibilité institutionnelle constitue le premier dividende durable de la réforme. Du côté de l'économie et des acteurs productifs, d'autres effets apparaissent en poisse. La reprise sécuritaire libère les flux. Les transporteurs reviennent sur les axes nord-sud. Les ateliers et les dépôts rouvrent dans des zones longtemps désertées.
Les chambres consulaires observent une progression de l'activité intérieure portée par la mobilité retrouvée. Dans les régions agricoles, les unités mixtes protègent les périmètres cultivés, ce qui permet de consolider la hausse déjà observée de la production. L'économie ne croît pas par injection extérieure, mais par réactivation du terrain. La sécurité devient un facteur de rendement. Du côté des populations et de la cohésion sociale, les changements deviennent sensibles. Dans les villages et les quartiers urbains, les anciens détenus en uniforme modifient les comportements. Leur présence réduit les tensions, non par la force, mais par la prévisibilité. Les familles passent de la honte silencieuse à une reconnaissance prudente. Les gestes simples, salut, médiation locale, protection des écoles, reconstruisent une confiance fragmentée. La justice cesse d'être perçue comme un couperet lointain. Elle devient un parcours visible de contribution. Du côté régional et dans l'environnement stratégique, l'onde se propage. Le Mali et le Niger envoient des délégations techniques pour observer le dispositif. Les partenaires extérieurs réévaluent leurs hypothèses, conscients qu'un précédent est en formation. Sans proclamation, le Burkina Faso introduit une variable nouvelle dans l'équation sahélienne, la capacité d'un État à produire sa sécurité à partir de ses propres marges. Ibrahim Traoré devient alors une référence de méthode plus qu'une figure de rupture. Ses effets convergent. Sécurité, économie, société et posture régionale avancent ensemble, comme les engrenages d'une même mécanique. La curiosité ouverte au midpoint trouve ici sa première réponse. La stabilité, lorsqu'elle est tenue, oblige les autres acteurs à s'ajuster. Dans un scénario de base, la stabilisation progresse étape par étape. Si la dynamique actuelle se maintient, le Burkina Faso consolidera l'architecture mise en place sans emballement. Les unités issues de la réforme seront absorbées dans des formations régulières, avec une spécialisation accrue sur la tenue du territoire, l'escorte logistique et l'encadrement rural. Les routes rouvertes resteront praticables, les marchés hebdomadaires s'installeront dans la durée et l'administration gagnera en régularité. La sécurité cessera d'être un sujet quotidien pour devenir un cadre implicite. Dans ce scénario, l'État ne se transforme pas en modèle spectaculaire, mais en précédent fonctionnel, suffisamment stable pour résister aux chocs ordinaires. Dans un scénario optimiste, l'influence régionale monte en puissance. Si la discipline interne se renforce et si la cohésion civile progresse au même rythme, le pays pourrait franchir un seuil supplémentaire. Les anciens détenus devenus cadres opérationnels participeraient à la formation de nouvelles unités, y compris venus des pays voisins. Le Burkina Faso passerait alors du statut d'expérimentateur à celui d'architecte d'une méthode sahélienne. Les partenariats se diversifieraient, réduisant la dépendance et à des modèles extérieurs uniques. Cette trajectoire ne reposerait pas sur une victoire militaire, mais sur une crédibilité institutionnelle croissante. Dans un scénario de rupture, la fragilisation interne redevient le risque principal. Le risque principal demeure endogène, une défaillance disciplinaire, une politisation excessive du dispositif ou une fatigue opérationnelle mal gérée pourrait fissurer l'équilibre. Dans ce cas, la confiance communautaire se retournerait rapidement. Les critiques gagneraient en temps, en légitimité. Les partenaires prendraient leur distance et les gains sécuritaires pourraient s'éroder en quelques mois. L'expérience serait alors relue comme une audace mal encadrée, transformant un levier en vulnérabilité. Une recommandation de méthode peut alors guider la suite. Quel que soit le scénario, la boussole reste la même. Ne pas confondre vitesse et solidité. Évaluer chaque progrès, maintenir des indicateurs publics et accepter que la transformation durable se construit dans la constance. Ibrahim Traoré l'a rappelé en interne. Une réforme ne tient pas par l'enthousiasme, mais par la répétition rigoureuse des règles. Pour le spectateur, l'impact de la réforme ne reste pas abstrait. Il se décline selon des expériences proches, parfois intimes.
Pour une partie de la jeunesse urbaine d'Ouagadougou, les images d'entraînement circulant en ligne fonctionnent comme un miroir. Elles ne sont pas lues comme une glorification militaire, mais comme la preuve qu'une trajectoire brisée peut être redirigée par un cadre exigeant. Dans un contexte de débouchés rares, cette possibilité d'une seconde chance structurée agit comme un moteur psychologique. Le message implicite est simple. L'erreur n'efface pas l'utilité. Dans les familles, l'effet est plus silencieux. Les mères et les proches, autrefois cantonnés au parloir, attendent désormais lors des rassemblements ou des rotations d'unités. La honte ne disparaît pas d'un coup, elle se transforme. Les gestes concrets, repas partagés, visites régulières, vêtements préparés, marquent une réconciliation progressive entre l'individu et le collectif. La justice cesse d'être vécue comme une rupture définitive. Elle devient un parcours de réparation visible. Pour la diaspora africaine, enfin, la réforme agit comme un contre-récit. Loin des images habituelles de dépendance ou d'effondrement, elle offre un exemple d'initiative endogène, imparfaite mais assumée. Les débats en ligne s'animent. Certains y voient un chemin de dignité active. D'autres soulignent la fragilité du modèle. Mais tous reconnaissent entre l'ouverture d'un espace nouveau, celui où un État tente de se reconstruire sans permission extérieure. Ce qui touche réellement le public tient en une idée concrète. Une société peut redevenir lisible quand les règles sont claires, appliquées et visibles. La réforme parle moins d'armes que de cadres, moins de force que de direction. Et cette lecture, chacun peut la transposer à sa propre échelle. Pour que le pari cesse d'être une expérimentation et devienne un système reproductible, une feuille de route s'impose. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, elle s'articule autour de leviers simples, mesurables et surtout suivis dans le temps. Un premier levier consiste à mettre en place une double tutelle défense-justice. Chaque recrue passe par un encadrement croisé. La chaîne militaire impose la discipline quotidienne. L'autorité judiciaire garantit le cadre légal. Cette redondance réduit les dérives et empêche toute autonomisation du dispositif. Qui fait quoi, quand et sous quel contrôle? La clarté prime sur la vitesse. Un deuxième levier consiste à établir un tronc commun de formation. Avant toute projection, l'entraînement est unifié. Même rythme, même règles, même sanctions. Cette homogénéité évite l'émergence de statuts implicites. Concrètement, on unifie avant de déployer pour que la règle précède l'action. Un troisième levier consiste à étendre le modèle sur le plan civique. Les principes de discipline et de contribution entrent dans l'éducation civique. Écoles et centres de formation reprennent des modules adaptés, sans militarisation, mais avec des repères clairs. La justice devient un continuum, pas une exception. Un quatrième levier consiste à renforcer une coopération régionale ciblée. Avec le Mali et le Niger, des formations conjointes sont mutualisées. L'objectif n'est pas l'exportation rapide, mais la cohérence progressive. Élargir la stabilité réduit la vulnérabilité. Un cinquième levier consiste à publier des indicateurs clairs. Récidive, sécurité locale, production, coûts évités. Tout doit se mesurer. Une idée sans chiffres n'est qu'un slogan, rappelle Ibrahim Traoré. Ainsi, la curiosité ouverte plus tôt trouve réponse. La stabilité ne tient pas à l'élan, mais à l'architecture suivie. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou, les scènes aperçues plus tôt reviennent, amplifiées. Les unités mixtes avancent en rang serré. Parmi elles, les silhouettes autrefois redoutées dans les villages. Les mêmes hommes qui, quelques semaines auparavant, saluaient un paysan à Koudougou ou rassuraient une mère surprise de reconnaître son fils en uniforme. Ce rappel agit comme un fil continu. La transformation ne s'explique pas, elle se voit. Au centre du dispositif, Ibrahim Traoré ne domine pas la scène. Il marche au même niveau que les hommes
qu'il a réaffecté. Ce choix visuel compte. Il suggère que la trajectoire proposée au pays n'est ni verticale, ni héroïsée, mais partagée, exigeante, tenue par la règle plus que par le symbole. Le silence du public n'est pas de l'enthousiasme aveugle, c'est une attention concentrée, presque prudente. À cet instant, une bascule intérieure s'opère, la peur recule d'un pas, la fatalité se fissure, une forme de dignité, longtemps comprimée, reprend place dans l'espace public. Rien n'est réglé définitivement, mais quelque chose est devenu lisible. Et l'idée qui s'impose, c'est que la cohésion naît quand chacun tient sa ligne. Ce n'est pas une célébration, c'est un constat. Un État peut redevenir compréhensible lorsqu'il reconstruit les liens invisibles qui soutiennent ses institutions. Le Burkina Faso ne cherche pas à imposer un modèle universel. Il propose une possibilité, encore en mouvement, encore fragile. Celle d'une justice visible, d'une souveraineté assumée et d'une capacité collective à transformer la vulnérabilité en force opérationnelle. Dans un monde saturé de récits figés, cette expérience rappelle qu'un État n'est jamais réductible à ses crises, mais à la manière dont il organise sa réponse. Cette trajectoire n'appelle ni adhésion automatique, ni rejet réflexe. Elle ouvre un espace de discussion. Observer les faits, mesurer les effets, accepter la complexité sans la simplifier. Le dispositif burkinabé pose une question qui dépasse ses frontières. Que devient la justice lorsqu'elle produit au lieu de punir, lorsqu'elle s'inscrit dans le quotidien plutôt que dans l'exception? À ce stade, le plus utile n'est pas de trancher, mais de suivre. Regardez comment les indicateurs évoluent. Compte. Écoutez les voix locales, comparez avec d'autres trajectoires. La réforme reste réversible, comme toute construction humaine. C'est précisément pour cela qu'elle mérite une attention soutenue. Alors, une question s'avance, sans injonction. Si une société peut réécrire sa trajectoire par la discipline et la règle, qu'est-ce qui empêche les autres d'envisager la leur ?